Bonjour et bienvenue dans Space, ici au Salon international du Bourget, rendez-vous incontournable pour le secteur spatial. Dans cette émission, nous parlerons avec les responsables de l'ESA et de la NASA, mais tout d'abord, nous avons eu l'opportunité rare d'interviewer Thomas Pesquet qui vient de passer 6 mois dans l'espace. Premier grand événement public et premier bain de foule depuis son retour sur Terre. Thomas Pesquet est ce jour-là aux côtés du président français Emmanuel Macron. L'astronaute de l'ESA est encore en phase de récupération après avoir perdu une partie de sa masse musculaire et osseuse dans l'espace. Thomas, vous êtes de retour, vous êtes ici. Comment vous sentez-vous d'un point de vue physique et émotionnel ? Je me sens très bien. Le retour sur Terre est éprouvant au début, mais après quelques heures, on commence très vite à se réadapter. C'est incroyable comme le corps humain peut s'adapter à la vie dans l'espace puis se réadapter à la vie sur Terre. La pesanteur vous manque-t-elle? Ça a l'air génial quand on voit les images. Oui, la pesanteur me manque parce que c'est tellement facile. Quand on est dans l'espace, c'est comme si on avait des super pouvoirs. On peut voler, flotter, déplacer des charges lourdes avec 1 ou 2 doigts. Et ensuite, quand on revient sur Terre, on perd tous nos super pouvoirs. Vous étiez dans l'espace pour la science. Y a-t-il une expérience que vous avez vraiment adorée? Il y en a quelques-unes et l'une d'entre elles, c'est probablement la plus pénible. Je devais pousser le plus fort possible contre un moteur qui mesurait ma force et le couple de mes muscles. Vous avez séjourné 6 mois dans l'espace. Dans le cas d'un voyage vers Mars, cela prendrait au moins 1 an. Seriez-vous prêt pour une telle mission aujourd'hui? Je crois que c'est tout à fait faisable. Le plus dur, c'est le retour. Quand je suis revenu sur Terre avec la pesanteur, je n'ai rien pu faire pendant quelques heures. Lors d'un voyage vers Mars, on veut être capable de répondre à n'importe quelle urgence. Donc il faudra faire pas mal d'exercices pendant le trajet. Psychologiquement, il faudra aussi se préparer parce qu'on ne verra plus du tout la Terre. Dans la station spatiale, on n'est pas très loin de chez nous. Une mission martienne, ce sera totalement différent. Les astronautes devront être préparés dans leur tête. Au Bourget, l'objectif Mars est présent dans toutes les têtes des professionnels du secteur spatial. L'ESA et la NASA vont toutes deux y envoyer des rovers en 2020. L'administrateur de l'agence américaine est en Europe pour discuter ambition martienne. La NASA parle beaucoup du voyage vers Mars avec un éventuel vol habité. Or, les missions assurées par les rovers sont de grandes réussites. Pourquoi ne pas se contenter de rovers? Ce serait plus sûr. Eh bien, nous avons besoin des deux, des véhicules robotisés et des hommes. Les rovers sont nos éclaireurs. Ils nous disent ce que nous devons savoir pour y envoyer des hommes. Nous avons cette perspective d'exploration. Rendre possible une présence humaine dans l'espace lointain est inscrit dans nos gènes. D'après vous, quand y aura-t-il des hommes sur Mars? Nous nous mobilisons pour que des hommes puissent être dans le voisinage de Mars dans les années 2030. Nous avons encore beaucoup de travail sur les technologies et les systèmes. Nous le ferons avec nos partenaires. C'est l'une des choses dont nous discutons ici. Peuvent-ils apporter leurs compétences et leurs capacités? Nous allons passer un peu de temps autour de la Lune, donc près de la Terre, pour vérifier les systèmes dont nous aurons besoin. Vous parlez d'un vol autour de la Lune. Il s'agit de la capsule Orion, non? Quand aura lieu le premier vol habité autour de la Lune? Notre objectif, c'est qu'une première mission habitée ait lieu en 2022. Un vol inhabité est programmé en 2019, donc nous sommes très enthousiastes. Et nous avons une excellente collaboration avec nos partenaires ici, et nous pensons qu'elle se renforcera encore quand nous serons autour de la Lune. Les partenariats entre agences spatiales sont essentiels pour réaliser de grandes missions et inévitablement, la politique joue un rôle. Grande question du moment, le Brexit change-t-il la donne? La réponse du directeur général de l'ESA, Jan Werner. Le Brexit, c'est une affaire entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Nous, en tant qu'ESA, une organisation intergouvernementale, nous sommes un peu en dehors de cette discussion. L'Europe ne se résume pas aux frontières de l'Union et je crois que l'Union a besoin du Royaume-Uni et vice-versa. J'espère qu'au final, une solution positive émergera. Mais qu'en est-il des entreprises qui ne sont présentes qu'au Royaume-Uni? Vont-elles devoir ouvrir des bureaux dans le reste de l'Union? Il est trop tôt pour répondre, mais je peux vous dire que dans l'environnement de l'ESA, ce n'est pas une demande. Au sein de l'ESA, nous avons aussi la Suisse et la Norvège qui ne font pas partie de l'Union, donc nous savons comment gérer cela. Vous avez mis en avant ici au Bourget votre démarche appelée Espace 4.0 qui consiste à discuter avec le public.
quels sont les résultats de ces échanges? Que vous disent les citoyens? Que veulent-ils? C'est vraiment intéressant. Quand on demande aux citoyens ce qu'ils pensent de l'espace, ils nous disent tous que ça les inspire. Et ils se rendent parfaitement compte, et je trouve ça très intéressant, de l'intérêt des activités spatiales pour leur vie quotidienne. Qu'est-ce qu'ils vous demandent de faire? Quel genre de mission veulent-ils? Souvent, ils nous demandent de nous lancer dans des missions risquées, par exemple d'aller sur d'autres planètes comme la mission ExoMars ou de rejoindre une comète. Ce sont des missions que les gens aiment beaucoup. Ils disent aussi qu'en étant une source d'inspiration pour eux, nous leur donnons la possibilité d'imaginer l'avenir. Et alors, l'espace n'est plus simplement quelque chose qui a un coût financier, mais qui a un intérêt pour nos sociétés. Le Salon du Bourget a aussi apporté son lot d'annonces importantes dans l'industrie spatiale. Ariane Group a fait part d'avancées dans la production de sa fusée Ariane 6 et indiqué travailler sur un lanceur réutilisable. L'Italien Avio a signé un contrat pour 3 lancements de nouvelles versions de sa fusée Vega. Enfin, Thales Alenia Space a mis en avant son Stratobus, un ballon stratosphérique conçu pour assurer des missions complémentaires de celles d'un satellite. Et maintenant, quittons le Salon du Bourget pour un nouveau numéro de notre série Legends of Space. Ce mois-ci, nous rencontrons un ancien cosmonaute soviétique, Alexei Leonov. En 1965, il réalisait la toute première sortie spatiale extravéhiculaire. Je suis sorti, je me tenais, et j'ai dit ces mots. Je ne m'en souviens pas, mais ils ont été enregistrés. La Terre est bien ronde, finalement. Et puis ce silence. Je pouvais entendre les battements de mon cœur, ma respiration bruyante, et rien d'autre. À ce moment-là, il y a eu un problème. Je sentais que mes doigts ne touchaient plus le bout de mes gants. Mes pieds étaient libres dans le scaphandre devenu trop grand. Et je me disais, comment je vais faire pour revenir dans la capsule? Et j'ai réalisé que la seule solution, c'était de réduire la pression dans la combinaison. Sans rien dire, j'ai juste fait baisser la pression de 0,27. J'ai alors complètement réalisé que je venais d'être dans des conditions où l'azote commence à former des bulles dans le sang. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ça, l'univers qui est infini dans le temps et l'espace, ce ciel très noir, noir comme du charbon, ces étoiles lumineuses qui ne scintillent pas, et il y en a tellement. Et puis ce silence, comme sur un tournage de film quand on demande le silence. C'est la fin de cette émission. Le mois prochain, nous vous présenterons un portrait unique d'un astronaute italien, Paolo Nespoli. Retrouvez d'autres infos en provenance de l'univers sur notre blog Space sur Euronews.com.